Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est la dernière émission de la saison, mais vous avez annoncé que vous seriez là à nouveau l'année prochaine, Je serai là en septembre prochain. à la prochaine saison, à la belle saison. Voilà, tout à fait, à la belle saison. Très bien. Alors, nous allons commencer, vous commencez à nous poser des questions. C'est une question d'Anne-Marie cette semaine qui nous parle d'un véhicule qu'elle souhaiterait donner à un enfant majeur. Et elle nous demande quelles sont les démarches à effectuer. Alors, Anne-Marie a utilisé le mot cession. La cession peut être faite à titre gratuit ou à titre onéreux. S'il s'agit d'une cession à titre gratuit, Anne-Marie va devoir en principe déclarer ce don manuel aux services fiscaux. Alors pourquoi je dis en principe? Tout simplement parce que soit c'est ce que l'on peut appeler un présent d'usage qui correspond au train de vie de la famille, et en l'occurrence on n'aurait aucune déclaration à faire aux services fiscaux, ou bien alors ce véhicule représente une certaine somme et je dois le déclarer via un document qu'on retrouve en ligne que Thierry mettra tout à l'heure à l'antenne, le CERFA. Donc je dois déclarer aux services fiscaux. Au-delà ensuite, si l'on envisage une cession à titre onéreux ou alors s'il s'agit d'une donation, on va respecter cette déclaration aux services fiscaux, cet enregistrement. Ensuite, ce sont les formalités habituelles, c'est-à-dire un véhicule avec contrôle technique, un certificat de cession, une carte grise barrée avec une date et un horaire précisé, un certificat de situation administrative pour ce véhicule. Donc, on va retrouver les formalités qu'on avait déjà pu évoquer lors d'une émission précédente. Très bien. Alors, il nous reste un régime matrimonial à voir aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des régimes séparatistes. Tout à fait. Les régimes séparatistes, on avait vu le régime primaire, un bref résumé, régime primaire, régime communautaire, on en vient au régime séparatiste. Donc là, il n'y a, comme le nom l'indique, encore une fois, il n'y a aucun patrimoine commun aux époux. Chaque époux va disposer d'une liberté totale dans la gestion de ses biens propres, à l'exception, et ça on l'a vu lors du régime primaire, à l'exception du domicile familial. Pour les dettes, chaque époux engage sa propre personne, à l'exception, encore une fois, vu lors du régime primaire, des dettes contractées pour l'entretien du ménage ou encore pour l'éducation des enfants. Donc, pour ces deux derniers points, les époux sont solidairement responsables, indépendamment du régime matrimonial choisi. Ils seront donc tenus du passif ensemble. Dans les régimes séparatistes, le patrimoine des époux est en quelque sorte partagé en trois masses. Une masse pour chaque conjoint, ce qui m'en fait deux, et puis une éventuelle masse pour ce qui serait détenu en indivision. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on est dans un régime séparatiste que l'on n'achètera rien en commun. On pourra acheter quelque chose en commun. Cette chose commune serait en indivision entre les deux époux. Donc, ces régimes séparatistes sont pour l'essentiel la séparation de biens et la participation aux acquis. Très bien. Qu'est-ce qui caractérise le premier, c'est-à-dire la séparation de biens? Alors, au risque de me répéter, il n'y a pas de patrimoine commun, hormis le cas des biens indivis. Chaque époux gère personnellement son patrimoine et reçoit les revenus de ses biens propres et professionnels. Bien propre, c'est le cas, alors on l'avait vu dans le régime communautaire, je suis propriétaire d'une maison qui m'a été remise par succession ou donation, que j'ai reçue par succession ou donation. Cette maison reste propre dans un mariage sous un régime de communauté. En revanche, si la maison est louée, les loyers sont des biens communs. Là, si je suis dans un régime séparatiste, cette maison m'appartient en propre et les loyers m'appartiennent également. On a bien dissocié les biens de chaque époux. Donc, chaque époux gère personnellement son patrimoine, reçoit les revenus de ses propres et reçoit ses gains et salaires, ce sont des propres. Le conjoint est protégé contre les dettes personnelles et professionnelles de l'autre. Seules les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants
sont communes, ce que l'on a dit en introduction. Les époux doivent participer aux charges du ménage proportionnellement à leurs revenus. Le logement familial ne pourra pas être vendu, protection de ce logement familial, et là je fais référence à ce qu'on a vu dans le régime primaire, le logement familial ne pourrait pas être vendu sans l'accord de l'autre. Et à la dissolution de ce régime, les biens indivis seront partagés entre les deux. Et puis, on n'a pas de partage à faire pour ce qui était des biens que l'on avait avant ou pendant le mariage que l'on avait acheté seul. Alors, ce régime présente un intérêt pour les travailleurs indépendants. Je vise ici tout indépendant, artisan, commerçant, peu importe, puisque l'autre conjoint sera protégé en cas de difficulté au sein de l'entreprise. Donc, c'est un régime très intéressant. En revanche, ce régime sera dangereux lorsque l'un des époux ne travaille pas ou cesse de travailler, par exemple, pour élever les enfants. Donc, dans ce cas, cet époux ne pourra pas compter, en cas de séparation, sur le patrimoine de l'autre. Ils étaient mariés sous un régime de séparation de biens. D'accord. La deuxième partie, qu'en est-il du régime de participation aux acquêts? Alors, durant le mariage, ce régime est assimilé à une séparation de biens. On est sur un contrat. Pardon, je reviens tout petit peu en arrière. J'ai oublié de dire quelque chose. Je l'aurais dit en conclusion. Ce régime de séparation de biens peut être aménagé. Donc là, dans tous les cas, il faut voir avec le notaire. Peut être aménagé par le biais d'une clause de société d'acquêt. C'est-à-dire que sur le régime de séparation de biens, les époux conviennent de greffer en quelque sorte quelque chose une masse commune. C'est ce que l'on appelle la clause de société d'acquêt. Donc, il y a toujours matière à améliorer ou à modifier quelque peu ce régime, le régime qui a été convenu. On avait fait cette remarque pour la communauté universelle, qui pouvait être une communauté universelle simple ou avec une clause permettant à l'autre conjoint de tout récupérer. Donc, chaque fois, on peut aménager et c'est à voir avec le notaire. Alors, sur le régime de la participation aux acquêts, durant le mariage, ce régime est assimilé à un régime de séparation de biens. Les biens acquis avant le mariage par les époux, les biens qu'ils auraient reçus par succession, les biens qu'ils auraient eus par donation et les dettes sont des biens propres. On est sur un régime de séparation de biens. Ce qui va changer, c'est à la fin du régime, on va évaluer le patrimoine de chacun et à la fin de ce régime, chaque conjoint va participer pour moitié à l'accroissement du patrimoine de l'autre. C'est-à-dire qu'on évalue, est-ce qu'il y en a un qui finalement se retrouve bénéficiaire et on va diviser en quelque sorte le bénéfice en deux pour qu'il profite également à l'autre. Alors, ça peut paraître intéressant et curieusement, il s'agit d'un régime très, très peu utilisé en droit français, en France. D'accord, parce que peu connu certainement. Peut-être. Alors, pourtant, c'est au notaire de le présenter, mais il n'a pas eu le succès qu'on aurait pu envisager. Peut-on changer de régime matrimonial? On en avait parlé ça aussi un petit peu la semaine dernière. On en a parlé, j'avais commencé à répondre et puis je réservais pour la conclusion pour aujourd'hui. Donc effectivement, une fois mariés, les époux vont pouvoir changer de régime matrimonial. Avant une loi du 25 mars 2019, il fallait attendre 2 ans pour pouvoir modifier ce régime matrimonial. Ce délai de 2 ans a été supprimé par la loi du 25 mars 2019. Donc, on peut changer aujourd'hui librement de régime matrimonial sans avoir à respecter un délai. Pour changer de ce régime matrimonial, on va devoir respecter des conditions. Alors, notamment, il faut que ce soit compatible avec l'intérêt de la famille. C'est-à-dire, quand je dis intérêt de la famille, soit l'intérêt du couple ou l'intérêt d'un conjoint. Il faut également le consentement des deux. C'est-à-dire que je ne peux pas décider seule lorsque je suis mariée d'un changement de régime. Et puis, bien entendu, on l'a dit tout au long de ces chroniques, il faudra passer par devant notaire.
Les enfants majeurs du couple doivent être informés de cette décision de changer de régime matrimonial, donc informés personnellement, et ils pourront s'opposer à ce changement dans un délai de 3 mois. De la même manière, alors quand je dis informer personnellement, il faudra leur adresser un courrier. De la même manière, les créanciers du couple devront être informés. Alors là, on ne procède pas par courrier. Il y aura une publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. En règle générale, quand je parle de journal habilité à recevoir les annonces légales, mes étudiants bondissent et j'ai pour habitude, alors j'ose espérer que je n'ai pas trop d'étudiants qui écoutent parce que je pourrais conserver la question, j'ai pour habitude de demander à mes étudiants s'ils lisent parfois des journaux d'annonces légales. Et je vois de grands yeux et on me répond non, non, on ne lit pas ce type de journaux. Alors, le Progrès dans la Loire est habilité à publier les annonces légales et bien d'autres journaux Il y encore sur le a, oui, département. l'essor aussi qui en publie pas mal. L'Essor est Hum. habilité, on a d'autres journaux, d'autres titres dans le département. Donc, ce n'est pas un journal d'annonces légales, c'est véritablement un journal habilité à publier. Donc, j'en reviens à notre sujet. Les créanciers pourront s'y opposer. Pour pouvoir s'opposer, faut-il encore être informé? On est informé par annonce diffusée dans un journal habilité à diffuser les annonces légales. À partir du moment où on aurait des enfants ou des créanciers qui seraient opposés, le notaire qui a rédigé cette nouvelle convention matrimoniale va devoir demander l'homologation au tribunal. Et s'il n'y a pas d'opposition, eh bien, ça se passe uniquement avec le notaire. Très bien. Voilà, nous en avons terminé des régimes matrimoniaux. Il nous restera à la rentrée le PACS, qui est Le pas PACS, on peut le qualifier comment? C'est pas un régime matrimonial. ça n'est pas un régime matrimonial, absolument pas. Donc, c'est un régime particulier, mais ce ne sont pas des conjoints, ce sont des gens qui ont décidé de se paxer. Donc, ce n'est pas un régime matrimonial. On se rapproche quand même du statut du conjoint, quelque peu. Et puis, on pourrait envisager un autre sujet ensuite, la situation des concubins qui, eux, sont les plus mal lotis, puisque ce sont deux étrangers l'un envers l'autre. D'accord. Donc, ça pourrait être les deux prochains sujets. Voilà, donc vous avez le temps de réviser vos régimes matrimoniaux. On fait une interro surprise à la rentrée. Enfin non, ce ne sera pas surprise puisqu'on vous l'annonce. Par exemple. Voilà. Euh, Vous pouvez continuer à poser vos questions durant l'été à contact@42tv.fr. On y répond au fil de l'eau. On vous retrouve à la rentrée. Merci à tous, bonnes vacances et à bientôt. Bonnes vacances à tous, à bientôt.